Bah, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à plus de 40-45%. Ouais. On a parfois certains calculs de différentiel en LMNP. Ah oui, très intéressant. On peut pousser beaucoup plus loin que les normes HCSF. Et ne serait-ce que pour l'apport, avec le crédit hypothécaire, si on n'a pas d'apport, plutôt que de l'emprunter à un investisseur privé à 10-12%, avec le crédit hypothécaire, on va pouvoir générer de la trésorerie qu'on pourra injecter, on le verra tout à l'heure, en apport en compte courant, et donc à un taux qui est... Donc pour reprendre ton exemple, on va d'abord regarder la zone géographique du bien. Évidemment. Et ouais. Dans ce cas-là, il est éligible, en fonction de ses revenus, etc. On va quand même regarder ça. Mais pour te répondre clairement, il est éligible, mais il va falloir qu'on rachète son encours actuel de 100 000 €, affecter les fonds donc en apport en compte courant pour les 150 000 suivants de plus. Et tout ça, il pourra l'amortir en in fine 10 ans maximum, ou un amortissable qui peut aller jusqu'à 25 ans. 25 ans. Et ouais, 25 ans, sans assurance obligatoire. Et ça, c'est une pépite. À ce moment-là, effectivement, on peut lui prêter jusqu'à 50% de la valeur de son bien, qu'on peut affecter à une acquisition à travers une SCI qu'il a créée, à travers une SAS de marchand, etc. etc. Enfin, il y a plein. Entre 2 et 3 semaines après l'accord du financement. On garde son patrimoine. En fait, on a construit un patrimoine pendant des années, on n'a pas besoin de le vendre pour générer de la trésorerie, comme c'est le cas avec un arbitrage. Donc, pour revenir à ton exemple, pour 800 000 €, on peut lui prêter, en fonction de la zone, comme tu l'as bien compris, entre 50 et 60%. Donc, on va dire entre 400 et 500 000 € qui vont être empruntés avec un taux donc, que tu as... Entre 5 et 6%. Entre 5 et 6%. Tu as un in fine qui peut être sur 10 ans. Connais-tu des in fine sur 10 ans avec rien en face en nantissement. Donc on s'appuie sur la résidence principale pour aller financer des résidences secondaires à l'étranger, ou même des investissements. Moi j'ai financé pas mal de marchands qui allaient investir au Portugal. D'accord. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce nouveau module vidéo consacré à un levier de financement qui est plutôt méconnu du grand public. C'est le crédit hypothécaire, et on va voir ensemble que avec notre intervenant, notre expert, que c'est un levier qui peut réellement faciliter votre parcours d'investisseur, de chef d'entreprise, d'entrepreneur et de marchand de biens, évidemment. Et pour cela, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Tambeau, expert donc en financement alternatif. Je vais te laisser te présenter. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Salut Stan, merci de me recevoir sur ta chaîne. Je suis donc le fondateur de la société MyPortage, spécialisée dans tout ce qui est financement atypique, donc notamment le crédit hypothécaire, mais pas que. J'imagine que par la suite de la vidéo, on va rentrer dans le détail donc, du crédit hypothécaire, mais également d'autres solutions de financement. Donc voilà, dis-moi par quoi on doit commencer. Eh bien, déjà, j'aimerais connaître un petit peu, pour que ceux qui nous regardent, ils aient un peu une vision de ton parcours. Comment tu es arrivé aujourd'hui à proposer du crédit hypothécaire? Par où tu as commencé? Enfin, quel est ton parcours en fait dans le monde du financement immobilier? Ok, alors moi je suis un enfant de la banque en fait. Je suis rentré dans la banque, on va dire classique, banque française, pendant quelques années. Ensuite, j'ai travaillé pour un grand courtier, quelques années également. Et suite à un changement de professionnel, j'ai voulu me spécialiser dans ce qui me plaisait réellement. Tout ce qui était financement hypothécaire et financement atypique en règle générale. Donc ça passe par le financement hypothécaire, mais pas que. Il y a le portage, il y a le réméré. Il y a plein d'autres solutions de financement qui sont peu connues en France. Et donc ça fait maintenant 3 ans que j'exerce uniquement sur le crédit atypique. D'accord, très bien. Et je précise d'ailleurs que Mathieu fait partie de cet ouvrage, donc ce livre Formation marchand de biens, guide d'une profession discrète. On a pu bénéficier de son expertise, et tout ce qu'on va évoquer dans cette vidéo, évidemment, vous retrouverez des détails également dans cet ouvrage. Je précise également qu'avec Mathieu, on a déjà fait une vidéo, mais c'était un podcast où on ne nous voyait pas sur le crédit hypothécaire. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, puis il y a des choses qui ont évidemment évolué. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est un plaisir, parce que il est vrai que dans le monde de l'investissement, et plus précisément celui du marchand de biens, comment dirais-je, la notion de financement, c'est rapidement une contrainte. Surtout sur le marchand de biens, le financement, c'est une contrainte. Et donc, de pouvoir proposer des solutions qui sont méconnues de financement alternatif, et là, on va voir que c'est très puissant, et bien évidemment, je trouve que c'est très pertinent, et on va le voir ensemble. Alors, merci Mathieu pour ta présentation. On va commencer
pour ceux qui vraiment ignorent ce qu'est le crédit hypothécaire, par une définition, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le crédit hypothécaire? Alors le crédit hypothécaire est une forme de financement qui se base sur la valeur d'un bien immobilier. Donc on fait une expertise, on s'assure de la valeur du bien et on prête un certain pourcentage de cette valeur. Donc à des fins de trésorerie, acquisition, etc. On va, je pense, rentrer dans le détail par la suite. Mais voilà, la définition la plus simple, on va dire, et la plus claire, on a un bien qui a une valeur et on en dégage un certain montant sous forme d'un crédit, amortissable ou in fine. Il ne faut pas oublier que ça reste un vrai crédit immobilier. Donc il y a une garantie hypothécaire qui est prise chez le notaire. On va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout un produit borderline comme j'ai pu le lire d'ailleurs dans certains commentaires ou dans certains échanges sur les différents réseaux. Donc crédit égale directive européenne de crédit, tout ça est très bien encadré. On n'est pas dans un portage immobilier hashtag réméré, transaction, ce qui n'a absolument rien à voir. Et je pense qu'il faut vraiment scinder les deux. Et bien comprendre la différence. D'accord. Donc concrètement, c'est un financement comme un financement classique, sauf qu'on va venir mettre en garantie un bien qu'on a déjà payé totalement ou partiellement, pour pouvoir lever de la dette. Pour lever de la trésor, du cash, et ainsi financer des opérations, que ce soit des opérations immobilières ou seulement de la trésor pour faire de l'apport en compte courant. Dans ton livre, on en parle quand même pas mal. Tout ce qui est apport, refinancement de compte courant, etc. Le crédit hypothécaire n'est pas là pour financer uniquement de l'acquisition. D'accord. Donc, on peut dégager du cash sur des biens qui sont déjà, comme tu l'as dit, payés. Et dans ce cas-là, on le monétise. C'est aussi la puissance de cet outil, c'est qu'on s'assoit sur des biens immobiliers existants qui forcément sont là. Bon, bah, parfois, il faut savoir s'en servir. Bien sûr. Et le crédit hypothécaire en donne la possibilité. Bien sûr. Et ça vient aussi récompenser, valoriser les investisseurs immobiliers qui ont peut-être pris des durées un peu plus courtes. C'est vrai que la mode sur les réseaux, c'est de dire il faut prendre la durée la plus longue pour faire du cash flow, etc. Attention, bon, déjà vous allez payer plus d'intérêts, mais surtout le fait de prendre une durée un peu plus courte, ou en tout cas d'aller au bout, d'avancer dans son remboursement, bah, déjà va vous faire rembourser du capital, donc c'est un enrichissement indirect, et puis va vous permettre à un moment donné de pouvoir justement accéder à ce crédit hypothécaire qui est un vrai levier, et qui pour moi d'ailleurs est le vrai levier du rentier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a remboursé des biens immobiliers, on touche de vraies rentes, déjà on a un vrai statut de rentier, on peut continuer à investir sans avoir de revenus à côté, hein, même si la plupart des rentiers travaillent, hein, évidemment, sont dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir continuer à développer son patrimoine. Ouais, exactement. Alors, au-delà de l'amortissement d'un bien classique, le crédit hypothécaire permet, on va dire, comme je le disais tout à l'heure, de monétiser un patrimoine existant. D'ailleurs, la plupart de mes clients, on va dire, 70% de mes clients, sont des personnes qui ont beaucoup d'immobilier, mais très peu de cash. Tu vois. Donc forcément qui arrivent à un certain niveau d'endettement dans les banques classiques, et c'est aussi un sujet qu'on va aborder, c'est l'endettement en crédit hypothécaire. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à plus de 40-45%. On a parfois certains calculs de différentiel en LMNP. Très intéressant. On peut pousser beaucoup plus loin que les normes HCSF très connues françaises que plein de tes abonnés connaissent par cœur. Donc on peut vraiment pousser le curseur très loin, jusqu'à 50%. On ne peut pas non plus faire de magie. Au bout d'un moment, il faut être très cartésien. Mais bon, on va plus loin que le classique. Donc ça permet à des personnes qui ont dépassé un certain endettement, et ça va vite, mais qui ont du patrimoine immobilier, qui ne rentrent plus vraiment dans les cases du financement classique, de pouvoir continuer à investir si c'est un investissement locatif, ou de pouvoir utiliser ce type d'investissement pour investir en marchand, parce que on l'a dit, hein, le marchand de biens, c'est le financement. Il y a plein qui disent tu peux investir en partant de zéro. Oui, enfin l'apport, on va l'emprunter, ou alors on va faire du crowdfunding. Et on en fait du crowdfunding, hein, c'est très bien, mais c'est un coût quand même important. Et ne serait-ce que pour l'apport, avec le crédit hypothécaire, si on n'a pas d'apport, plutôt que de l'emprunter à un investisseur privé à 10-12%, avec le crédit hypothécaire, on va pouvoir générer de la trésorerie qu'on pourra injecter, on le verra tout à l'heure, en apport en compte courant, et donc à un taux qui est, on y reviendra tout à l'heure, mais plutôt sur les 7.
7, 8? Ouais, même moins que ça. Même moins que ça, bon. Ouais, même moins Donc, vous le voyez, c'est un levier qui facilite, qui peut faciliter même une activité, un départ ou même un développement d'activité en marchand de biens, quoi. Ce qui est certain, c'est que sans immobilier, malheureusement, on peut rien faire. Tu vois, ça, c'est la contrainte principale du crédit hypothécaire, avec zéro IMO, zéro crédit. Donc, bon. Et j'avais eu d'ailleurs ces questions suite à notre première vidéo. Quelqu'un nous avait écrit en disant moi, j'ai acheté un bien, par exemple, 200 000 euros. Aujourd'hui, 8 ans après, il cote 500 000. Ok, et moi, il me reste 100 000 à rembourser. Oui. Donc, le crédit n'est pas payé. On va dire que pour lui, il y a la moitié de son crédit. Il a emprunté 200, il y a 100 qui est remboursé. Mais Bien la sûr. valeur vénale aujourd'hui, si on l'a fait expertiser, elle est de 500 000 euros. Cette personne-là, est-ce qu'elle est éligible au crédit hypothécaire? Oui, elle l'est. Alors, si tu veux bien, on peut commencer à rentrer dans le détail un peu plus technique. Dans le fonctionnement technique, un crédit hypothécaire, donc pour reprendre ton exemple, on va d'abord regarder la zone géographique du bien. Évidemment. Et oui, un bien à Limoges ou dans la Creuse n'a pas la même valeur. On n'a rien contre eux, mais bon. Oui, on les salue d'ailleurs. C'est une réalité. Donc, pour reprendre ton exemple, effectivement, si le client habite dans le sud de la France, on va pouvoir aller jusqu'à pratiquement 60% du ratio hypothécaire. Donc, en fonction de son besoin, tu me dis que la valeur de son bien était de 500 000 euros, il a 100 000 euros de crédit en cours et il a besoin de 150 000 euros de cash pour faire un apport dans sa société de marchand. Pour faire un apport en compte courant ou pour refinancer quelque chose. Ok. Donc dans ce cas-là, il est éligible en fonction de ses revenus, etc. On va quand même regarder ça. Mais pour te répondre clairement, il est éligible, mais il va falloir qu'on rachète son encours actuel de 100 000 euros, affecter les fonds donc en apport en compte courant pour les 150 000 suivants de plus. Et tout ça, il pourra l'amortir en in fine 10 ans maximum, ou un amortissable qui peut aller jusqu'à 25 ans. 25 ans. Et ouais, 25 ans, sans assurance obligatoire. Et ça, c'est une pépite. Ouais, surtout pour les personnes qui nous regardent et qui sont comme moi, qui ont passé la quarantaine. C'est vrai qu'aller chercher des durées longues, alors je disais tout à l'heure qu'il faut plutôt privilégier les durées courtes, mais si on est par exemple, on a, je sais pas, 45-50 ans, qu'on a un beau patrimoine et qu'on veut lisser, dans un premier temps en tout cas, des mensualités pour pas être trop étouffé dans son approche de marchand, ça peut être effectivement une solution. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas d'assurance, que plus on vieillit, plus les assurances sont chères. Passer un certain âge, ça devient un vrai budget. Ça devient une partie importante des mensualités. La mensualité, on peut vite prendre 3, 4, 5% du taux d'endettement. Qui, avec le crédit hypo, peut pas d'obligation. On peut la prendre, c'est optionnel. Alors, moi, je la conseille fortement. On ne va pas pousser. Voilà. Mais ça reste une possibilité pour aller travailler un endettement qui est déjà à la base trop élevé. D'accord. Et on peut dénouer des situations, des fois, avec 2, 3, 4, 5% de moins. C'est très intéressant. Voilà. Alors maintenant, on va voir concrètement comment ça se passe. Demain, quelqu'un t'appelle. Bonjour Mathieu, j'ai vu votre vidéo qui était exceptionnelle avec VDV. Non, voilà, je viens vous voir. Moi, ça m'intéresse. J'ai une résidence principale qui est payée totalement. On prend l'exemple, même si on vient de voir que si c'était partiel, on pouvait quand même lever du crédit hypothécaire. Mais allez, admettons dans l'exemple qu'on prend, je l'ai payé totalement. J'ai 37 ans et je me lançais en marchand. Par contre, j'ai manque de trésorerie pour me lancer. Ou j'ai une société, je lance un projet entrepreneurial et j'ai besoin de trésor. Comment ça se passe? J'ai cette maison que j'ai qui a une valeur de 800 000 euros et je veux me lancer. Je viens te voir. Comment ça se passe? Eh ben, ce cher jeune homme, ou cet homme, on va bien le recevoir déjà premièrement. On va lui expliquer que pour faire un crédit hypothécaire, la première des choses, c'est d'avoir un objectif, un objet à financer. Ça fait d'ailleurs partie d'un petit morceau de l'article que j'ai pu faire dans ton livre. Un crédit hypothécaire doit être affecté. Toujours. Donc, si les idées de ce jeune fougueux ne sont pas très claires, le crédit hypo peut être dangereux. Okay. Donc, dans le cas où il a l'esprit clair et il sait où il va, à ce moment-là, effectivement, on peut lui prêter jusqu'à 50% de la valeur de son bien
qu'on peut affecter à une acquisition à travers une SCI qu'il a créée, à travers une SAS de marchand, etc., etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Je te coupe, tu viens de parler du ratio hypothécaire de 50%. Tout à l'heure, tu disais qu'on peut aller jusqu'à 60-70. Oui. Tu prends une moyenne, en fait? Ouais, je prends la moyenne. Effectivement, on va dire que la plupart des régions de France sont à 50%. Les zones à faible densité sont à 30%. D'accord. Donc, d'autres sont à 60, 70. Donc, bien entendu, c'est au cas par cas. Moyenne, bien sûr. Tu fais bien de me reprendre. Effectivement, là, dans ce cas-là, c'est du 50%, c'est plus simple pour toi. Et juste pendant qu'on parle de ces ratios hypothécaires, quelqu'un qui a un local commercial, est-ce qu'il peut le mettre lever du crédit hypothécaire, ou alors c'est vraiment essentiellement l'habitation? Non, on peut prendre en garantie du local commercial sans problème, mais il ne faut pas qu'elle soit la seule garantie. D'accord. Donc la garantie principale sera de l'habitation, et en fonction, encore une fois, de la somme que va souhaiter le client, s'il faut prendre une deuxième garantie et qu'il nous propose un local commercial, on le prendra. D'accord, j'ai compris. Tu vois, et à ce moment-là, on pourra lui prêter plus. D'accord. Donc pour reprendre ton exemple, effectivement, cette personne, on va pouvoir lui injecter plus de 50% de la valeur de son bien à travers ces sociétés. Donc en fonction de tout ça, le déblocage des fonds ont lieu à peu près entre 2 et 3 semaines après l'accord du financement. D'accord. Et ouais, parce que quand on est sur une société, comme tu le sais, il n'y a pas de délai de rétractation, donc on peut aller très vite. En personne physique, on a un délai légal de 11 jours, donc c'est un peu plus long, mais vraiment, on est sur des délais très courts par rapport à nos chers amis de banquiers classiques, qui malheureusement font comme ils peuvent, mais nous, on est un peu des extraterrestres par rapport à eux. En un mois, on peut closer un dossier. D'accord. Et ouais, ça permet aussi parfois d'aider les personnes qui sont embourbées dans des délais c'est clair. De 3, 4, 5, 6 mois, des fois, pour avoir ça nous arrive souvent de faire le pompier, quoi. Oui, c'est ça, au dernier moment, on t'appelle, Mathieu, j'ai les conditions qui sont dépassées, j'ai le propriétaire qui me dit, bon, bah, c'est pas vous, ce sera le suivant. Bah, puis je garde votre dépôt, allez vous battre pour aller le récupérer. Enfin bon, bref, des situations que tout le monde a déjà peut-être connu, entendu. Et c'est vrai que bon, le crédit hypothécaire est une solution rapide. La première étape, ça va d'abord être l'analyse du dossier. Oui, voilà. D'accord. Donc, quel est le scénario du client? Est-ce qu'il veut le faire à travers une société en nom propre? Est-ce qu'on fait que de la trésor, etc. Et j'invite les personnes intéressées à me contacter directement pour leur expliquer comment on arrive à déterminer une affectation d'un crédit d'une manière plus claire et adaptée à sa situation. Parce que parfois, des clients vont m'appeler, ils vont me dire, voilà, je veux faire une acquisition à travers une SCI. Je n'ai pas de bien en perso, donc moi, il faut que la garantie soit dans une société également. Mais cette société n'a pas au minimum un bilan. Donc là, je ne peux plus rien faire. Ah oui. Tu vois. Alors que si on le présente autrement, c'est-à-dire c'est le client finalement en perso, il a de très bons revenus, il est salarié, il gagne bien sa vie, il a une capacité d'emprunt, cher monsieur, il vaut mieux faire de la trésor pure en votre nom propre et on fait une affectation en apport en compte courant dans la SCI et c'est la SCI qui achète le bien par ailleurs. Ouais. Ça plutôt que avoir une SCI avec des biens qui sont déjà payés pour faire du crédit hypothécaire directement à la SCI, s'il n'y a pas trop de bilan, ça peut être bloquant. Et il faut un bilan minimum. Bon, on n'est pas généralement dans un critère incroyable. Oui, ça c'est vrai. Par contre, est-ce qu'ils regardent comment ont été payés ces biens? À titre d'exemple, quand on paye un bien cash, parfois c'est nous en nom propre. On vient mettre de l'argent, un apport en compte courant dans une SCI. La SCI fait l'acquisition cash ou rapidement, d'accord. Et du coup, elle est redevable envers nous de cette montant-là. Donc, je suppose que les banques vont regarder les dettes qu'il y a en apport en compte courant, quoi. En fait, le refinancement de compte courant est on va dire une possibilité d'affectation claire qu'autorise la banque hypothécaire. D'accord. Les banques françaises aussi, je ne veux pas leur faire une mauvaise pub, mais les banques françaises également proposent du refinancement de compte courant, mais généralement, c'est bardé de contrepartie. D'accord. Donc, dans tous les sens, hypothèque, plus nantissement, plus ci, plus là. Donc, voilà. Donc, réellement, ils le font, mais concrètement, ils n'en font pas des tonnes.
D'accord. Mais là, concrètement, alors du coup, je change d'exemple. On reviendra sur l'exemple de la RP juste après. J'ai une SCI, j'ai 2 biens qui sont payés. J'ai payé ces biens avec de l'argent que j'ai apporté. Je voudrais que la SCI emprunte pour acheter, je sais pas moi, un local commercial ou une habitation. Ouais. Je veux donc mettre en garantie les 2 biens que j'ai. Est-ce que la banque la banque qui fait du crédit hypothécaire va accepter de financer en crédit hypothécaire cette nouvelle acquisition en prenant en garantie ces 2 biens, sachant que ces 2 biens ont été financés par des apports en compte courant? Oui, bien sûr. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Non, Voilà. ça n'a pas d'importance parce que le bien, la seule importance déterminante, c'est est-ce qu'il est grévé ou pas d'une hypothèque. Oui, d'accord. Ok, Voilà. ok, très bien. Non, parce que généralement, enfin, moi, c'est mon cas, voilà. C'est mon cas. Okay. On a des biens en SCI qui sont payés, mais qui viennent aussi d'apports que j'ai fait moi avec mon associé. On peut te rembourser. Soit je peux récupérer mon argent, soit sous forme d'un crédit. Soit je vais pouvoir lever de la dette avec cette SCI en mettant en garantie ces 2 biens. La banque ne va pas dire non, on vous attribue pas de crédit hypothécaire parce que ces biens, même s'ils sont payés, eh ben, il y a une dette de remboursement, enfin il y a une obligation de rembourser le compte courant, le CCA des associés. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Non, mais c'est clair parce que d'ailleurs on y fait référence dans ton livre. Oui. Le refinancement de compte compte courant, ouais. c'est ce qu'il y a, on va dire, de plus puissant dans cette solution. On récupère parce de que la c'est trésor. quand même assez magique. Bien sûr. Tu récupères de la trésor même 10 ans après. Sans vendre les biens. Sans vendre les biens, en prenant une hypothèque sur les biens en premier rang à 50% de la valeur. Je refais un peu le... Ouais, bien sûr. Tu reçois les fonds en nom propre. Ouais. Donc à ce moment-là... et c'est vrai que c'est ça qui est puissant. Pas de fiscalité, c'est ça qui est rien puissant dans le... Oui, pas de fiscalité. C'est ça qui est puissant dans le crédit hypothécaire, c'est qu'en fait, on garde son patrimoine. En fait, on a construit un patrimoine pendant des années, on n'a pas besoin de le vendre pour générer de la trésorerie, comme c'est le cas avec un arbitrage. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est magique, j'aime pas, c'est pas les mots que j'utilise, mais non, mais c'est quand même c'est une récompense de l'effort, en fait. Ouais, c'est puissant. Tu te dis, tu as tout fait pour avoir un patrimoine immobilier. Beaucoup de banques classiques, finalement, n'attachent pas une importance incroyable à ton patrimoine immobilier. Elles sont plus intéressées par la liquidité, etc., parce qu'elles demandent des contreparties. Chez nous, on récompense ton effort d'avoir développé ton patrimoine et d'avoir tout essayé pour en tout cas le rendre rentable. Et il n'y a pas besoin de le vendre pour récupérer de l'argent. Non. Ça, c'est quand même hyper puissant, quoi. Non, le refinancement du compte courant, pour le coup, on peut dire que c'est magique. Hein. Ouais. Oui. Bon, voilà. Et donc, pour revenir à cet exemple donc, de résidence principale, je viens, bonjour Mathieu, parce que je suis poli, je dis bonjour. Bon. 800 000 € de valeur vénale, du bien, ce que j'en ai estimé moi, mais évidemment, je sais qu'il y aura une vérification. Donc, première étape, tu analyses le projet, l'affectation, l'endettement, le bilan, si c'est une personne morale, les endettements personnes physiques, etc. Okay. Ensuite, on va déterminer l'objectif de l'investissement, trésor ou acquisition. Admettons, c'est pour faire du marchand. Voilà. Donc, pour faire du marchand, on est sur une acquisition. On peut faire du marchand en refinancement, tu sais, Stan. Hein. Donc, on peut très bien faire du refinancement de compte courant. Le marchand perçoit les fonds, donc il récupère ça en nom propre à travers sa société. Enfin, il se fait un virement, quoi. Et ensuite, il peut l'acheter ou refaire un apport dans une autre SCI, etc., etc. Donc, en fait, les solutions sont multiples. Donc, pour revenir à ton exemple, pour 800 000 €, on peut lui prêter en fonction de la zone, comme tu l'as bien compris, entre 50 et 60%. Donc, on va dire entre 400 et 500 000 € qui vont être emprunté avec un taux donc, que tu as... Entre 5 et 6%. Entre 5 et 6%, donc c'est typiquement... c'est très correct. Très correct, oui, parce que même sur un crédit marchand en banque pro, vous allez être à taux Ribor plus 3, plus 1% de commission d'engagement. Enfin, on va pas être au-dessus avec un crédit hypothécaire. On va être quasiment au même montant, quoi. Même voire un peu plus, pour pas nommer certaines banques. Aujourd'hui, on est entre 8 et 9%. Hein. Ouais, si on prend tout en compte, qu'on nous offre pas les frais de dossier. Ou non, mais c'est vrai que ça peut vite monter. Et donc là, d'avoir un taux moindre pour lever quand même 5 ou 600 000 € sur cet exemple-là, mais ça peut être moins si on a un patrimoine qui est moindre, ou plus si quelqu'un a une maison qui me dit, moi, une maison où j'ai un patrimoine qui vaut 1,5 million, 2 millions, lui, ça va être encore plus élevé. Mais tout ça pour dire que là, concrètement, sur cet exemple-là, on va pouvoir lever donc, entre 400 et 500 000 € à 5-6%. Pour pouvoir soit faire une opération en fonds propres en marchand, soit pour pouvoir faire du levier en mettant ça en apport et utiliser ça pour un autre financement alternatif éventuellement. Donc c'est possible. Donc c'est quand même... Il ne faut pas oublier tu payes entre 5 et 6%, un crédit effectivement, mais tu as une durée.
qui est exceptionnel en face. Oui, ça c'est vrai. Tu as un in fine qui peut être sur 10 ans. Connais-tu des in fine sur 10 ans avec rien en face en nantissement? Ouais. Tu vois, les banques classiques, encore une fois, je le répète, veulent des contreparties. On appelle ça du collatéral. Chez nous, on va dire, le seul collatéral valable, c'est l'hypothèque. Donc, on veut pas le cash du client. Nous, on veut que son bien immobilier. Au-delà du in fine, il y a aussi l'amortissable. Connais-tu un crédit trésor ou même en apport en compte courant ou refinancement de CCA ou même acquisition qui peut aller sur du 25 ans? Et oui, en marchand de biens, on ne peut pas faire du amortissable. Hein. On peut pas. C'est forcément du in fine. Donc c'est un outil au-delà de ce que ça donne la possibilité de faire avec, on va dire, ces critères ou ces avantages de durée, etc. Ceux qui te suivent, je pense qu'ils ont quand même des calculettes dans la tête. Ils vont vite comprendre que l'endettement, quand on calcule un crédit sur 20 ans ou 25 ans, ça laisse quand même pas mal de possibilités derrière pour faire d'autres choses, etc. Tu vois. Bien sûr. Donc, bon. D'accord, très intéressant. Donc voilà, on continue. Donc donc on a évalué la valeur de mon bien. Donc on l'évalue comment? Avec une expertise. Donc ça, c'est la banque, donc ton partenaire, qui va comment dirais-je, envoyer un ou plusieurs experts. Un expert. D'accord. Un expert en fonction du nombre de lots. Donc, prenons un exemple simple. Un lot, une maison dans le sud de la France, estimée, comme tu l'as dit, à 800 000 euros. Allez, 800 à 1 million d'euros. L'expert a à peu près entre 4 et 5 jours ouvrés pour nous rendre son compte rendu. D'accord. Donc c'est assez rapide. C'est rapide. Ensuite, donc, quand la valeur de 800 euros a été confirmée... 800 euros Quand la valeur de 800 000 euros a été confirmée, à ce moment-là, la banque édite une offre de prêt. Et là, on part dans les démarches de réflexion quand c'est en nom propre. D'accord. Et forcément, il n'y a pas de délai de rétractation quand c'est en société. Et on peut enchaîner rapidement le déblocage. Très bien, très bien. Donc pour comparer un petit peu avec les autres types de financement alternatifs, parce que c'est vrai que sur les réseaux, maintenant, encore une fois, c'est le financement, que ce soit en locatif ou en marchand, vous inquiétez pas, on a des solutions, etc. Et il y en a des solutions, mais attention, il y en a qui parlent par exemple de crédit lombard. Le crédit lombard, pour comparer, et je critique pas le crédit lombard, mais... Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'on va demander une contrepartie. Oui, le principe même d'un crédit lombard, c'est de la contrepartie, ou en tout cas, on va prêter plus que le besoin du client, parce qu'il a aussi la garantie qui permet de pouvoir prêter plus. Attention, les banques ne sont pas folles. Si ton client a besoin de 500 000 euros, il a un bien qui vaut 2 millions, il y a des banques aujourd'hui qui sont capables de prêter 1,2 million, 1,5 million sur ce même bien, placer les 700 000 restants et donner les 500 000 en crédit à ton client. Il y a des banques qui font ça tous les jours. Maintenant, ça n'a rien à voir. Nous, encore une fois, le cash, ce n'est pas notre priorité. Le cash que le client peut générer à travers ses épargnes, etc., on ne le prend pas en garantie. La seule garantie, ça reste de l'immobilier, la qualité de son immobilier. Bien entendu, on ne prend pas n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que l'expert a le rôle de garde-fou. Mais voilà comment ça fonctionne. D'accord. Très bien, Mathieu. J'ai une question. Pourquoi très peu de banques françaises pratiquent le crédit hypothécaire? Écoute, il faudrait leur demander, mais bon, il y a quand même, je pense, plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ce n'est pas dans nos mœurs, en fait. En France, le système bancaire a été, on va dire, pensé sur une délégation du risque, la sous-traitance du risque d'insolvabilité du client. D'ailleurs, c'est pour ça que les sociétés de cautionnement que tout le monde connaît, Crédit Logement, SACEF, etc., ont ce rôle, si tu veux, de prendre en charge le risque d'insolvabilité du client. Donc ça, c'est la première raison. La banque ne va pas prendre, enfin en tout cas, elle veut le moins possible assumer un risque d'insolvabilité, etc. Donc elle sous-traite. Oui, c'est vrai que même pour prendre une hypothèque, des fois, eux, ils vont nous orienter plutôt vers des sociétés de cautionnement. Ouais, sur une hypothèque, c'est possible,
Mais bon, c'est un peu plus cher, mais ils vont parfois s'interroger ou c'est pas naturel chez eux de proposer l'hypothèque, quoi. Non, c'est pas naturel. Alors ça l'a été il y a quelques années quand l'argent ne coûtait rien. Les taux étaient à 1%, etc. On faisait du 100%, du 110%, du 115, du 117, du 120, etc. Je vais dire, cette époque est révolue. On est passé dans un autre monde. Donc, effectivement, c'est terminé. Elle ne propose plus par elle-même une garantie hypothécaire. La seconde raison, c'est qu'en fait, la plupart du temps, leur système d'analyse bancaire, le back-office, etc., n'ont même pas forcément de référence avec l'hypothèque. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés culturellement. Non, culturellement, c'est pas, encore une fois, c'est pas dans nos mœurs. Et puis, encore une fois, quand un schéma fonctionne bien, pourquoi le changer? Alors, on a beau critiquer les banquiers, etc., ouais, ils font plus le job et tout. Ils le font encore, hein, ils financent encore pas mal d'acquisitions, mais ça reste des dossiers classiques. Résidence principale, résidence secondaire, premier investissement locatif, ou alors là, dans les cellules pro, effectivement, là, on est sur un autre marché, et sinon, les salaires ne seront pas versés dans les banques, s'ils ne faisaient pas le job. Donc, moi, j'ai plein de clients qui m'appellent tous les jours, me disent, voilà, moi, je suis très content de mon banquier, il m'a financé énormément de biens. Là, aujourd'hui, on arrive à notre limite. Et malheureusement, c'est pas de leur faute. Et c'est là où nous, on prend le relais. Bien sûr. Donc, avec des critères d'endettement un peu plus larges, avec d'autres manières de faire, etc. Bon, il en faut pour tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, toi, tu as des partenaires historiques, entre guillemets, avec lesquels tu travailles. Yes. Et eux ont une autre vision, une autre culture, sans trahir un petit peu. On parle de banques européennes. Oui, c'est des banques européennes qui ont, on va dire, une façon de procéder historiquement. Excuse-moi de t'interrompre, qui ne travaillent pas avec les clients en direct, qui ne travaillent qu'avec un écosystème de professionnels, c'est ça? Exactement. Donc, effectivement, il faut être référencé. On ne peut pas taper à la porte comme ça. Oui, voilà. Malheureusement, vous ne serez pas reçu. Donc, il faut appeler des professionnels comme moi. Et à ce moment-là, on monte des dossiers hypothécaires avec des banques qui sont spécialisées, avec une vision garantie hypothécaire pure, qui sont, si tu veux, ancrés dans leur pays depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, encore une fois, c'est une question d'histoire et d'habitude et de fonctionnement. Encore une fois, c'est des banques européennes qui viennent travailler sur notre sol français en toute légalité. Bien sûr. C'est encadré par la directive européenne de crédit. L'hypothèque est prise chez un notaire en France. Très bien, donc oui, effectivement, c'est encadré, c'est structuré, et donc ça va permettre effectivement un débutant en marchand de biens ou un investisseur locatif ou un entrepreneur. On peut venir également sur le sujet de l'entrepreneur. Voilà, si je suis entrepreneur, que j'ai un projet entrepreneurial, j'ai besoin de trésorerie, j'ai pas la trésorerie, par contre j'ai un peu de patrimoine immobilier, je viens te voir, bonjour Mathieu, voilà, j'ai besoin de trésorerie pour lancer mon projet. Donc tu peux t'occuper de moi aussi. Bien sûr, je peux m'occuper de cet artisan, de ce chef d'entreprise. Ça nous arrive souvent de financer du matériel professionnel, des fours à pizza, de faire un apport en compte courant dans une boulangerie qui veut en ouvrir une deuxième parce que sa banque ne le suit pas, etc. Ça nous arrive très souvent. On n'est pas focalisé que sur de l'affectation d'immobilier pur. Le crédit hypothécaire n'est pas là que pour financer une acquisition IMO pure et dure. Tu vois. D'accord. J'ai une question. Je pense avoir la réponse, mais bon, je veux quand même m'en assurer. Aujourd'hui, il y a, et c'est mon cas d'ailleurs, il y a pas mal d'investisseurs français qui veulent diversifier à l'étranger. Okay, moi, je l'ai fait au Maroc. Il y en a qui le font à Dubaï. Je le ferai peut-être là-bas d'ailleurs un jour. Bon, bref, peu importe. En Europe, etc. Demain, je viens de voir. J'ai du patrimoine en France. Les conditions de financement à l'étranger sont particulières, pas évidentes. Dans certains pays, c'est ou très élevé ou alors il faut payer en cash. Je viens de voir, je dis voilà Mathieu, je veux diversifier. Est-ce que tu peux m'accompagner sur un projet à l'étranger? Oui, on peut le faire. Avec le crédit hypothécaire, je parle. Avec le crédit hypothécaire, on peut le faire. Alors, bien, comme tu viens de le dire, il faut une garantie
existantes en France. Oui, bien sûr. Garantie immobilière en France. Bien sûr. Voilà. Et demain, je vais investir par exemple en Europe ou en Espagne. En Espagne, ça nous arrive souvent de financer des clients en Espagne, Ouais. Italie, Grèce, etc. D'accord. D'ailleurs, on prend souvent en garantie les résidences principales qui sont nettes de crédit. Bien sûr. Ouais. Voilà, il y a une plus-value qui est assurée pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc, on s'appuie sur la résidence principale pour aller financer des résidences secondaires à l'étranger ou même des investissements. Moi, j'ai financé pas mal de marchands qui allaient investir au Portugal. D'accord. Voilà. C'est intéressant ça. Hein. Ah bah, c'est Parce clair. qu'aujourd'hui, alors moi j'aime mon pays, j'aime la France, je considère quand même que c'est encore aujourd'hui possible de développer un patrimoine en France. Par contre, à mon sens, le pays décline. Comme toi, j'ai des enfants et je m'interroge et je regarde un petit peu ce qui se fait à l'étranger, etc. Et c'est mon avis. Hein. Ouais, bien sûr. Et je considère, et j'ai fait des vidéos sur cette chaîne, sur la chaîne VDV IMO, au sujet de l'investissement à l'étranger. Ouais. Et je considère que c'est bien de s'intéresser. Bon, par contre, le financement, c'est toujours, entre guillemets, la problématique. Mais encore une fois, quand on parle de diversification, c'est qu'on a commencé déjà en France, on va diversifier, donc autant s'appuyer sur son parcours, sur tous les efforts qu'on a fait pour continuer à investir, encore une fois, sans revendre son patrimoine. Mais voilà, demain, tu peux accompagner quelqu'un qui veut investir en Europe. Alors, est-ce que comment dirais-je, les banques qui font les crédits hypothécaires vont regarder exactement le pays dans lequel ça va être fait, l'investissement? Voilà, évidemment, ils veulent connaître l'affectation, mais... Et donc, il y a des pays peut-être qui, aujourd'hui, vont peut-être pas financer, mais peut-être demain, ils vont le faire, ou est-ce qu'il y a... Alors, il n'y a pas une liste exhaustive de pays acceptés ou refusés. D'accord. On va dire que c'est du bon sens. Ouais. C'est du bon sens. Pour donner un exemple, voilà, on finançait en Israël depuis toujours. Bon, en ce moment, c'est mis en stand-by, on sait pourquoi. Oui. Voilà. Ah, si tu finances un bien qui... Donc, encore une fois, la banque n'a pas de risque de perdre sa garantie. Oui, puisque de toute façon, parce que de toute façon, elle ne prend pas d'hypothèque sur le sol étranger, elle le prendra sur là. Donc, mais on va dire que ça n'a plus de sens en fait, de financer quelque chose comme ça. Alors, pour on va dire des destinations plus safe, malheureusement en ce moment, Espagne, Italie, etc. On le fait très souvent, notamment Costa Brava, sud. Ça, ils le font sans difficulté. Et les pays type les Émirats, enfin Dubaï. Dubaï n'est pas un pays. Hein. Dubaï, on fait pas, on va dire, officiellement. Je vais pas dire on finance un bien à Dubaï, il nous faut 500 000 euros. D'accord. Non. On va trouver une autre solution dans le patrimoine du client pour dégager ces 500 000 euros. D'accord. Tu vois. Et ensuite, il fera son investissement lui-même comme un grand directement. Il fera son virement à Dubaï, etc. D'accord. Donc, il y a possibilité. Il y a possibilité. On a financé à Bali, en Thaïlande. Ah oui. On a financé beaucoup de biens. D'accord. Mais c'est au cas par cas. Ouais. Et on reste dans le bon sens. Ouais, alors, ce que j'apprécie avec toi, justement, c'est qu'on est dans le concret et tu n'es pas là pour vendre du rêve. Voilà. Aujourd'hui, il y a une mode, effectivement, à investir à l'étranger, etc. Ouais. Tu pourrais dire, j'ai la solution, je vous finance tous vos projets à Dubaï, à Marrakech, etc. Non, c'est possible. Tu le fais, au cas par cas, en fonction du profil, de la situation, etc., du client qui va venir te solliciter. Oui, et puis bon, on a quand même un devoir de conseil malgré tout. Bien sûr. Voilà, ça fait quand même 15 ans que je suis dans cette activité. Enfin, je n'ai pas pour habitude d'envoyer un client au casse-pipe quand je le sens pas. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, les gens avec lesquels j'échange, même si je suis toujours ouvert au débat, c'est des personnes avec qui je suis aligné en termes de valeurs. Et tous les gens que vous avez vus, que ce soit sur la chaîne ou même sur mes réseaux sociaux, c'est des personnes... Bon, déjà, j'ai testé les services, j'ai vérifié l'expertise, et voilà, je recommande pas les personnes peu recommandables pour lesquelles j'ai le moindre doute, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai que Mathieu, nous on parle de ces solutions sur notre groupe Marchand de Biens Conseil. C'est des groupes marchands de biens gratuits qui permettent d'échanger, etc. Et Mathieu, voilà, on a échangé plusieurs fois, il y a eu des vérifications, on a testé exactement ces services, et les personnes qui ont opté pour ces services m'ont tous fait un retour positif, quoi.
Et donc toutes les personnes, tous les professionnels qui sont dans ce livre, évidemment, les services ont été testés, vérifiés, et ils ont tous un devoir de conseil. Ce sont des professionnels qui ont un devoir de conseil. Et Mathieu, c'est son rôle, c'est son cas. Mais voilà, soyez évidemment à chaque fois vigilants à tous ceux qui vous proposent des solutions. C'est valable pour nous, hein. Mais encore une fois, voilà, nous, on a vraiment vérifié l'expertise de tous ceux qu'on vous recommande. D'ailleurs, pour revenir sur les différentes solutions et les modes en ce moment de financement alternatif, hein, parce qu'on est dans une période économiquement compliquée, donc forcément, comme les Français sont des débrouillards, ils vont aller chercher d'autres solutions, et c'est vrai qu'on a cette faculté en France d'être résigné. Donc forcément, il y a des sociétés qui en profitent pour venir gratter des dossiers et proposer des services un peu vraiment très différents du crédit hypothécaire. Okay. Donc je pense au portage immobilier, je pense à la vente à réméré, qui sont des produits complètement opposés au crédit hypothécaire. Et je pense que là, il faut en profiter pour vraiment insister, parce que sur tes groupes de marchands, il y a eu certaines sociétés qui sont venues proposer leurs services, etc. D'ailleurs, le portage, tu en as fait aussi pendant un moment. Et Mathieu mettait en avant le portage lorsque les taux étaient compatibles avec le développement d'une activité de marchand. Aujourd'hui, il m'a dit... c'est peut-être moins opportun, quoi. Là, on est sur... en fait, quand les opérations en face permettent de pouvoir assumer des coûts à 10%, ok. On est des grands garçons, on sait qu'on va gagner notre vie quand même. Si on est sur une marge à 30%, bon, tu perds 10 points, ça fait partie du jeu. Là, aujourd'hui, on n'est plus sur ces taux-là, on est sur du 15, 20 points, etc. Donc, et les opérations en face se raréfient. En tout cas, les opérations rentables se raréfient. On est tous un peu sur le même créneau, on cherche tous la pépite, etc. Donc, c'est sûr que j'en fais beaucoup moins. Et j'aimerais revenir sur la différence entre le portage et la vente à réméré. D'accord. Parce que le portage, en fait, immobilier est une solution qui était franchement, pour le coup, bien pensée. Il y avait quand même une substitution à l'acte d'un fonds ou d'une foncière par rapport au marchand. Enfin, le marchand de biens venait avec un compromis. La foncière se substituait à lui. Elle achetait pour lui, en contrepartie. En contrepartie, il versait une rémunération qui était entre 10 et 12% pour un an de délai. Voilà. Okay. Et au bout d'un an... Donc, le marchand avait un an pour finaliser son OP, faire sa sortie et encaisser sa marge. Ensuite, il y a eu des sujets sur la TVA sur marge. Il y a eu plein de sujets qui étaient un peu flous. Ouais, bien sûr. Bah, moi, c'était des questions que j'avais eues. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a entre guillemets échangé nos premiers échanges sur le portage. Parce que, comme tu le disais, excuse-moi de t'interrompre, il y a eu plusieurs sociétés très agressives sur nos groupes marchands de biens. On a des solutions miracles, etc. Et ils n'arrivaient pas à m'expliquer clairement comment faire pour la TVA, s'il y avait une TVA sur marge. C'était flou. Ils vont pas loin, quoi. Ils vont pas loin. C'était des commerciaux, et d'ailleurs, ça allait pas loin. Et en plus, c'était des intermédiaires, bref. Et effectivement, quand on a échangé, nous, tous les deux, bon, là, c'était beaucoup plus clair. Bon, ça fait des années que tu es dans le métier aussi. Mais pour en revenir, voilà, je te laisse reprendre pour le portage. Le portage qui, effectivement, sur le papier, est une belle solution, à partir du moment où les taux sont aux alentours des 10%. Bien sûr. Même moi, hein, on t'avait contacté, on avait failli faire une opération ensemble. Aujourd'hui, donc, les taux sont plus élevés, et je te laisse poursuivre donc, pour la différence avec le réméré. Le réméré. Qui là peut être, entre guillemets, un piège. Alors, le réméré, le terme réméré a mauvaise presse historiquement, parce que le réméré, à la base, a été pensé pour faire en sorte que les gens ne perdent pas leur maison. Ensuite, on a modifié réméré par portage, mais c'est exactement la même chose. Et du coup, on arrive dans une confusion parce que portage immobilier, marchand, portage réméré, enfin, c'est pas clair. Tout ça, c'est développé dans le livre d'ailleurs. Bien sûr. Donc là, je veux clarifier la situation. Un réméré est en fait un transfert de propriété. D'accord. Ça veut dire que Monsieur X vient nous voir, il est dans une situation financière compliquée, il n'est pas bankable du tout, mais il est aussi marchand. Mais je ne peux pas le financer en crédit hypo, je ne peux pas faire de portage parce que sa sortie elle n'est pas claire, ou alors elle est trop longue, les 12 mois, il n'y arrivera pas.
ça va lui coûter sa renta. Je ne le fais pas. À ce moment-là, on peut faire un réméré sur un bien qui lui appartient, mais attention, il n'est plus propriétaire de son bien pendant la durée du... Je ne peux pas dire que c'est du financement parce que c'est une transaction. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une transaction immobilière. D'ailleurs, les sociétés qui font ça, c'est chez le notaire et on appelle ça une vente à réméré, c'est au code civil. D'accord. Donc, on n'est pas sur un... Non, c'est très différent. Ouais. On n'est pas sur le code monétaire et financier qu'un crédit est éligible. Concrètement, pour illustrer le réméré, demain, j'ai une maison à 500 000 €, j'ai beaucoup de difficultés financières, je risque de me faire saisir cette maison, entre guillemets, si je continue, pas saisir une résidence principale, mais je risque d'être obligé de la vendre, de ne pas pouvoir la garder, mais je veux vraiment la garder, j'ai hérité ça de mes parents, peu importe. Oui. Je vais aller contacter une société qui fait du réméré. Je vais lui transférer la maison, elle va me donner de l'argent pour éponger mes dettes, et ensuite, quand je pourrai, je la rachèterai. En fait, c'est juste pour que les gens comprennent un peu. C'est un peu dans l'idée, mais bon, c'est bien plus compliqué que ça, surtout en montant, parce que si tu n'as pas les fonds aujourd'hui, enfin, tu n'as pas les fonds au moment que tu viens me voir pour payer ta mensualité, comment tu vas faire? Enfin, voilà, tu vois, pour rembourser le réméré, il faut une vraie projection. Donc, c'est encore un autre métier. C'est un métier... Moi, je ne conseillerais pas de faire du réméré sans avoir essayé la restructuration de crédit. Ouais, bien sûr. Tu vois, la restructuration de crédit, il y a des banques qui sont très compétentes là-dedans, où elles vont essayer en tout cas de comprendre pourquoi on en est arrivé là et proposer des solutions aux clients en rachetant le prêt immobilier, en rallongeant la durée, pour baisser les mensualités, en rajoutant un peu de trésor pour souffler, ça rentre quand même dans les clous d'endettement, etc. etc. C'est vrai ce que tu dis, parce que le réméré, moi, ce que j'en ai entendu, c'est en fait des solutions sur le moment, c'est de l'oxygène qui est injecté, mais en fait ça résout pas le problème initial, et souvent les gens perdent leur maison, quoi. Et clair. Limite, il y en a certains qui pensent que les sociétés rémérées, limite, se gagnent vraiment leur vie en asphyxiant asphyxiant les personnes qui font appel à eux et qui vont récupérer la maison quelque temps après. Alors, elles sont pas toutes comme ça probablement. Non, mais les mentalités changent, même du côté des fonds, des foncières. Elles vont de moins en moins sur ces profils-là. Ouais, bien sûr. Il y a eu énormément de procès, etc. Donc, elles étaient là pour, à la base, aider, mais au bout d'un moment, il faut qu'elles récupèrent le bien. Quand ça paye plus, c'était le deal. Il faut honorer un deal. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? Pour moi, non. Toi, tu conseilles plus la restructuration, bien sûr. Il faut y aller par étapes, en fait. Quand on est dans une difficulté financière, il faut la prendre par étapes. Donc, d'abord, il y a des solutions classiques françaises, c'est la restructuration de crédit. Ça, on en propose, on en fait, mais ce n'est pas la plupart de notre business. Maintenant, une fois, si ça va toujours pas, si la restructuration ne fonctionne pas, à ce moment-là, on regarde le crédit hypothécaire, on regarde d'autres solutions et vraiment la dernière des solutions, un réméré, mais avec une sortie tangible derrière. Ouais, un vrai plan d'action pour pouvoir... un vrai plan d'action, et puis surtout, les foncières aujourd'hui qui proposent ça, les fonds qui proposent du réméré, maintenant le proposent plus à des investisseurs, à un profil d'investisseur. Tu vois, on connaît tous, moi j'ai des clients qui me disent « Bon Mathieu, peu importe en gros le prix, là il me faut l'argent dans une semaine. » Je ne peux pas passer à côté de cette occasion. Bien sûr. J'ai pas le temps de faire un crédit hypo, j'ai pas le temps d'aller voir mon banquier. J'ai ça, il me faut me prêter. Enfin, j'ai un bien qui vaut 500, il me faut 250 tout de suite. Bon, réméré, tu vois. Parce que d'ailleurs, il sait peut-être qu'il va avoir des rentrées. Il sait qu'il va peut-être doubler son investissement. C'est des gens, on va dire, sensés, pros, dans l'IMO. Et ce produit peut être incroyable pour ça. Là, ça peut être une solution. Ouais, bien sûr. Ok. Très bien. Alors, pour revenir sur... mais c'est bien qu'on ait évoqué ces solutions alternatives, parce que c'est des éléments qui peuvent être portés à la connaissance de ceux qui nous regardent. Et c'est bien de préciser tout ça. Encore une fois, c'est dans le livre en détail. Mais pour revenir sur le crédit hypothécaire, si on doit résumer, donc pour y accéder, il faut avoir de l'immobilier, d'accord? Donc
si vous n'avez pas encore d'immobilier amorti, voire payé, bah justement, pensez, revoyez peut-être votre stratégie en vous disant que bah, c'est bien d'avoir 3 crédits sur 35 ans avec 3 ans de différé, mais en réalité, vous allez vous priver de ce levier qui est très puissant du crédit hypothécaire. Donc revoyez peut-être votre stratégie lorsque vous faites des emprunts sur des durées plus courtes pour pouvoir amortir du capital et rembourser une grosse partie de vos crédits pour justement accéder à ce levier qui pour moi est le vrai levier, le vrai mode de financement du rentier, ou en tout cas de celui qui a vraiment développer son patrimoine immobilier, son parcours immobilier. Donc première chose, on a besoin d'immobilier. Okay, ça s'adresse que à ceux qui ont l'immobilier. Deuxième chose, et ça c'est encore une fois pour moi très puissant, c'est que vous allez garder votre patrimoine immobilier. Ouais. Ça c'est quand même... Normalement il faut vendre pour gagner de l'argent. Oui. Là vous gardez votre bien et vous gagnez de l'argent. Et enfin, surtout, vous avez de l'argent. Vous monétisez votre patrimoine ouais. sous forme d'un crédit, ouais. en fait. Ouais, c'est ça. Et avec, encore une fois, je le répète, des durées d'amortissement qui sont exceptionnelles. Oui. Une trésor sur 20 ans, ça n'existe pas. Oui, bien sûr. Et quand on lève, nous, par exemple, des fois, ça nous arrive quand on fait plusieurs opérations, on va lever un peu d'apport pour une OP de marchand. Oui. Bah, on va le payer à 10-12%, mais on doit le rembourser en 1 an, quoi. Bon, alors après, je dis pas qu'il faut multiplier les emprunts hypothécaires. Voilà, c'est pas ça l'idée, mais l'idée de se dire que si on a besoin d'un peu plus de souplesse, ouais. Eh ben, c'est pas mal, quoi. C'est clair. C'est pas mal parce qu'on peut... Notamment pour le refinancement du ouais. compte courant, ouais. y a beaucoup de clients qui, à la base, ne viennent pas nous voir pour ça. Ils viennent pour une acquisition classique. Et puis, par la suite... Dans l'analyse de sa situation, on se rend compte qu'il y a des comptes courants un peu de partout, etc. Et là, on lui propose, on lui dit, voilà, au lieu de faire ça, il y aurait peut-être une possibilité de récupérer du cash comme ça. Vous passez pas par la case imposition. Oui. Vous amortissez ça sur la boîte, parce que c'est la boîte qui emprunte. Hein, c'est la boîte qui vous doit de l'argent. Ouais. Donc, on charge la boîte, etc. etc. Et tout de suite, si tu veux, ça fait mouche, parce qu'ils se rendent compte de la puissance que ça peut avoir, et notamment des problématiques que ça peut dénouer. Par exemple, bon, moi j'ai mes enfants, ils sont encore heureusement pas trop âgés, mais admettons, voilà, j'ai mon fils là dans quelques années, il veut se payer une belle école. Ouais. J'ai pas la trésor, j'ai pas envie de la sortir. J'ai que des bons exemples. Non, mais j'ai pas envie de la sortir, etc. La trésor. Par contre, j'ai des biens qui sont payés, je les ai financés aussi avec des comptes courants. Enfin, j'ai pas mal de comptes courants dans mes sociétés, SCI par exemple. Ouais. Mais les SCI ne me permettent pas, avec la trésor qui est mensuelle, de récupérer, je sais pas moi, allez, on va dire 30 ou 40 000 euros pour lui payer 2 ans d'études, et puis un logement, etc. Avec ça, je te contacte. Allô Mathieu. Allô Mathieu, ouais. J'ai besoin d'un crédit étudiant. non, mais bon, en fait, en gros, en dessous de 100 000 euros, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. D'accord. Je pense qu'effectivement, c'est bien aussi de donner un seuil. Ouais, bien sûr. Minimum, c'est 100 000 euros, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour la banque financièrement. Il n'y a pas d'intérêt aussi pour le client, parce qu'il y a quand même des frais qui ne sont pas négligeables et qu'il faut amortir, etc. Donc pour 100 000 euros, franchement, c'est vraiment le minimum. Ouais. Donc pour revenir au cas de l'étudiant, effectivement, on peut financer, mais malheureusement pour des très très grosses études. Ouais, grosses écoles. J'espère que tes enfants vont être très 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 brillants. Écoute. Parce qu'à minimum 100 000 euros pour toi. Ouais, donc s'ils veulent aller faire des études aux États-Unis, grosse école. Grosse école, 100 000 logement. Tu vas les prendre. 3 mois. Non, mais d'accord, mais on va dire que voilà, il faut 100 000 euros, c'est bien du coup que j'ai posé cette question. Ouais. Parce qu'en fait, on n'avait pas parlé du seuil, donc voilà. Ou autre chose, je décide de me marier. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec madame. Je veux me marier. Il y a terrain glissant. Ah ouais, terrain glissant. Je veux me marier et je veux faire un très beau mariage pour inviter tous mes abonnés. Ouais. Et donc là, je te dis, écoute, j'ai besoin, Mathieu, de 300 000 euros pour un mariage. J'ai beaucoup d'argent que j'ai investi en compte courant. On peut financer un mariage. Non, et donc la banque va dire, ok, c'est quoi la destination entre guillemets? Alors, il nous faut un devis. Devis du mariage. Devis du mariage. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je veux acheter un bateau. Attention, je vais tous les faire. Je veux acheter un bateau. Oui. J'ai du compte courant. Oui. Non, mais sans même parler de compte courant. J'ai un bien. T'as un bien que tu peux donner en garantie, qui est libre de prêt. Tu veux acheter un bateau... Pas obligé de passer par le remboursement du compte courant. Non, pas obligé. D'accord. Tu me donnes un devis,
Le devis indique le bateau 200 000. Si l'endettement passe et tous les critères qu'on a évoqués avant fonctionnent, c'est accepté. Ah oui, on parle là d'immobilier, etc. Mais on peut lever de l'argent pour une destination autre à partir du moment où elle est légitimée par un devis. Après, elle accepte ou elle n'accepte pas, la banque, mais c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est sympa. C'était des couples de retraités, 70 et 72 ans. Ils ont bossé toute leur vie, petite retraite. Les enfants n'avaient pas forcément besoin d'argent, donc ils se disaient, bon, on a notre maison qui est dans le sud, on ne profite pas vraiment de notre retraite, ils n'avaient pas de quoi partir en voyage souvent. Et ils me contactent un jour comme ça, en m'expliquant leur situation. Ils disent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Je dis, vous voulez faire quoi? Un tour du monde? Faites-moi un devis d'un tour du monde. Ils sont allés voir une agence de voyage, ils ont fait des devis, etc. Ils sont venus, puis on leur a financé un tour du monde de plus de 2 ans à 120 ou 125 000 euros. Voilà, et ils se sont servis de leur résidence principale. Donc on a pris une hypothèque sur la résidence principale. Le crédit hypothécaire était top pour ça, parce qu'à 70 ans, forcément, l'assurance, c'est une problématique. Oui. Et comme ce n'est pas obligatoire pour un crédit hypothécaire, et que la durée peut même être longue pour des personnes âgées, en l'occurrence, pour eux, on a fait un crédit sur 15 ans. D'accord, donc ça faisait des mensualités sur 100 000 euros, ça faisait... Ça faisait pas grand-chose, on était aux alentours des 1 000 euros par mois. Ça faisait comme si un loyer, quoi. Un gros loyer. On recalculera tout ça, mais, oui, bien sûr. mais si tu veux, c'est des choses qui sont possibles de faire, qui sont quand même assez incroyables, et on est content quand on arrive à réaliser un peu des dossiers. Oui, parce que sinon c'est compliqué de financer ça. Ah ben, ça c'est sûr. Je te défie d'aller voir une banque... Même un crédit conso... ce serait uniquement en crédit conso, et là on aurait une problématique de durée. Enfin, je dis ça, mais c'est possible de le faire. Tu vois, sur Internet, c'est TLM, c'est 5-6 ans max, non? Voilà. 7 ans max. Et là, tu auras un problème du coup d'endettement, et ça passera pas. Bien sûr, bien sûr. Donc on en revient toujours à la même chose. Et d'accord, donc... je voulais pas utiliser le mot magique. Non, mais c'est pas magique, mais c'est vraiment puissant, quoi. Donc pour revenir, donc on peut financer... Alors nous, on s'adresse plutôt à des investisseurs, oui, donc mais voilà, les marchands de biens qui débutent ou qui veulent développer à un moment donné, injecter un peu de trésor, les investisseurs locatifs qui sont bloqués, l'endettement, on peut aller au-delà des 35%, on peut aller jusqu'à 45. Voilà, on peut dépasser les 40, voire les 45. On peut dépasser les 40. Ouais. Ok, très bien. Voilà, on garde donc son patrimoine et dernière chose. On va évoquer aussi les risques. Moi, c'est ce que je dis sur ma chaîne. T'as raison. Je dis toujours les avantages et les inconvénients, entre guillemets, le risque. Le risque, c'est quoi? C'est de penser que l'argent il est gratuit et qu'on n'a pas de mensualité à payer. Oui, c'est l'un des risques. Et surtout que ça entraîne une exposition de son patrimoine. Et oui, on l'a hypothéqué sa maison. Et oui, donc... il faut rembourser. Toc toc. Donc ça reste un crédit qu'on rembourse. Qui a été octroyé avec des critères d'endettement. Tout a été fait de manière totalement claire. Donc il faut respecter son engagement. C'est le premier risque. Ensuite, le second risque, qui est quand même pas anodin, c'est la mauvaise gestion de la trésor. Tu viens me voir parce que tu as une idée, tu dois faire quelque chose, mais c'est pas bien clair. Bon, moi je suis quand même là pour travailler, je peux quand même regarder le dossier, faire un crédit trésor de 100 000, 150 000, et finalement... Bon, c'était pas clair sur sa sortie. Il l'a dépensé un peu n'importe comment dans sa start-up, etc. Il n'a pas suivi vraiment son plan d'action. Et là, problème, il faut rembourser le crédit, garantie hypothécaire, etc. Donc je dirais plutôt absence de stratégie, mauvaise gestion et exposition du patrimoine. Ouais, donc tout ça s'anticipe évidemment. Donc il faut avoir une vraie maîtrise de ce qui va être fait. De la même façon, si c'est un entrepreneur qui injecte de l'argent dans sa société et que sa société, elle va s'entroper, dépenser des frais de communication de 10 magnums de Dom Pérignon, c'est sûr que derrière, va falloir assumer. Et il faut quand même être responsable de l'argent qui va vous être alloué, quoi. Ah, mais c'est clair. De toute façon, c'est l'un de nos rôles aussi de bien mettre en garde les conséquences d'un crédit qui soit hypothécaire ou même d'une restructuration. D'accord, très bien. Avant de conclure, est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on n'aurait pas évoquées sur cet outil puissant qui est le
le crédit hypothécaire? Est-ce que tu as des anecdotes ou est-ce que tu aurais voilà, des éléments à rajouter? Oui, on peut parler aussi des investisseurs en LMNP. Mhm. Il y en a de plus en plus. D'ailleurs, sur une de tes vidéos, t'en parles. LMNP, qu'est-ce que ça va réellement devenir, etc. Ouais, bien sûr. Bon, voilà. Pour moi, ça reste encore intéressant, Oui, même c'est si les intéressant. amortissements sont repris. Il y avait pour moi une anomalie. C'était une bonne anomalie pour les Bien sûr. investisseurs, mais Bien sûr. c'était logique qu'ils reviennent dessus. Logique. Je dis pas que c'est bien, hein, mais je considère que je peux comprendre, quoi. En période de crise, effectivement, ils sont là oui. pour trouver des fonds. Pour moi, les investisseurs en LMNP sont tout à fait une bonne cible pour le crédit hypothécaire parce que c'est le seul profil où on va faire du différentiel. Très intéressant. Donc, il y a un chiffre d'affaires, il y a des crédits en face, on va faire une soustraction, Mhm. ok, et donc le résultat, on va le pondérer jusqu'à 40 à 45%. Donc, D'accord. on peut dégager un endettement qui n'existait pas réellement, concrètement, Ouais. et donc, du coup, une capacité d'emprunt et donc d'autres projets. D'accord. Le calcul différentiel, juste pour Oui. rappeler à ceux qui nous regardent ce que c'est, parce que ça se pratique plus depuis 3-4 ans ou très très peu, où il y a quelques organismes qui Ouais, le font, mais c'est vraiment, au les cas par conditions cas. sont Ouais, vraiment c'est plus du différentiel. difficiles. Ouais, c'est même plus du différentiel. Mais concrètement, le différentiel, c'était quoi? C'était un mode de calcul d'endettement qui prenait en compte les revenus, le delta entre ce que ça a rapporté, l'investissement et la dépense inhérente à cet investissement, le crédit, Ouais. et il prenait la différence pour venir rajouter, enfin je vulgarise, mais pour rajouter cette différence à ses revenus. À ses revenus, etc. Concrètement, j'avais 2000 euros de revenus, je voulais me positionner sur un investissement locatif qui allait me générer 800 euros de loyer, avec un crédit à 500 euros, donc on allait rajouter ces 300 euros, mais 2000 euros de salaire, on allait considérer que j'avais 2300 euros de salaire. Est-ce que j'ai vulgarisé assez ou est-ce que tu veux Oui, apporter? c'est ça, mais on va dire que c'est la définition classique du différentiel Voilà. en banque qui a existé pendant des années. Ouais. Chez nous, encore une fois, on reste dans la typique, donc j'ai pris peut-être pas le bon terme différentiel, mais c'est on va dire une formule de calcul D'accord, qui est très intéressante d'accord. pour l'investisseur parce qu'on vient tout simplement soustraire de son chiffre d'affaires les charges, si tu veux, aliénées au crédit immobilier. Donc forcément, s'il y a plus de chiffre d'affaires que de charges, il y aura forcément un bénéfice, donc forcément une capacité d'emprunt pour nous. Si c'est l'inverse, on ne prendra rien parce que de toute façon, ce sera négatif. D'accord, ok. Donc je corrige, pas réellement différentiel, mais formule de calcul avantageuse pour l'investisseur. D'accord. Et donc, pourquoi le LMNP et pas le NU, par exemple? C'est lié au type d'exploitation C'est un critère. qui revêt plus d'intérêt pour la banque? C'est un critère de la banque. Ouais. Il n'y a même pas de sujet à en parler. C'est comme Ouais. ça. Et Ouais. tu sais, parfois dans les banques, c'est comme Ouais, ça. ouais, C'est bon, pas d'accord. autrement. Il faut respecter Mais bon, le cadre. voilà, le LMNP peut, pour ceux qui nous regardent, peut vous permettre, ce statut peut vous permettre de lever du crédit hypothécaire et d'aller chercher des taux d'endettement supérieurs avec un calcul qu'on appellera le différentiel, mais qui voilà, peu ou prou la même chose. C'était bien du coup que tu rajoutes cet élément-là, puisque on a une audience d'investisseurs locatifs, LMNP notamment, donc c'est un élément qui peut être très intéressant. Donc encore une fois, si vous avez des questions, si on n'a pas répondu à toutes vos questions dans cet échange, n'hésitez pas à contacter Mathieu, on met ses coordonnées à l'écran, on les met également en description, et puis il se fera un plaisir de vous répondre. Généralement, il reçoit bien ceux qui le contactent. J'essaye. Ouais, il essaye. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour des différents éléments qui encadrent ce crédit hypothécaire. Alors évidemment, le crédit hypothécaire, Mathieu vous l'a dit, c'est du sur-mesure, c'est évidemment adapté à chaque profil, à chaque demande, à chaque projet. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas évidemment aborder chaque cas particulier, mais vous avez vu, c'est quand même énormément de possibilités. Donc vous savez que je fais la pub rarement de certaines solutions. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Je ne dis pas que c'en est une, hein. Mais franchement, c'est un outil très puissant. Donc Mathieu, merci beaucoup d'être venu sur cet échange évoquer ces solutions. Merci également pour ton intervention dans le livre.
pas pourquoi je le tape, hein, je parle du livre. Voilà, si vous voulez aussi des détails, il en parle. Il en parle donc du crédit hypothécaire, du portage, du réméré, etc. Tout en détail. Donc Mathieu, je te laisse le dernier mot. Ouais. Enfin, peut-être pas le dernier, remarque. Ouais. Mais voilà, je te laisse conclure cet échange. Si tu veux, le plus concret, le mieux, c'est de finalement encourager tes abonnés à poser leurs questions en commentaire. Et puis, j'y répondrai avec grand plaisir. Si ça n'a pas été clair à un moment donné dans la vidéo, on pourra rentrer dans le détail. Et j'invite à tous ceux que ça intéresse de me contacter. Parce que bon, ça reste quand même du financement au cas par cas. Et donc, chacun a une situation différente. Tout à fait. Voilà. Ok, merci Mathieu. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, comme vous l'a dit Mathieu, parce que c'est assez, ça peut paraître assez flou, parce que encore une fois, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Vous pouvez également contacter Mathieu directement par mail. Son mail, il est donc en description. Moi, ce que je voudrais simplement dire pour conclure, c'est que il ne faut jamais penser qu'il n'y a pas de solution pour un financement, que ce soit du locatif, pour un financement d'entreprise ou pour un financement en marchand. Il y a toujours, entre guillemets, des solutions. Parfois, on n'a pas le profil immédiat pour cette solution, et bien on va travailler pour être éligible à cette solution. On va travailler son parcours, son dossier, etc. Donc voilà, ne perdez jamais, comment dirais-je, foi en votre projet, en votre ambition. Nous, en tout cas, on se fera, et d'ailleurs avec Mathieu, on travaille également en ce moment, on va pas vous spoiler, mais on travaille actuellement en ce moment on travaille sur peut-être une solution avec un partenaire européen pour un produit spécifique aux marchands. On ne peut pas vous en dire plus, mais si on arrive à finaliser cette solution, on sera ravis de vous en parler, et franchement, ça va vraiment... Ça va changer la donne. Ça va changer la donne, voilà. On ne vous en dit pas plus. Donc voilà, on vous en dira plus le cas échéant. Voilà, on travaille en tout cas avec Mathieu dessus, parce qu'on a bien identifié les difficultés, parce qu'on est nous-mêmes investisseurs. Donc évidemment, on sait les difficultés qui sont inhérentes à l'investissement. Mathieu, merci infiniment. Merci à toi, Stan. C'était un plaisir. Ouais, plaisir partagé. Merci à tous pour votre soutien, pour votre attention. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés par l'activité de marchand, donc l'e-formation marchand de biens, alors à l'heure où on enregistre cette vidéo, il est en rupture de stock, mais on va en recevoir plusieurs centaines très prochainement. Et puis surtout, on vous souhaite à tous un bel été, mais surtout d'excellents projets immobiliers. Mathieu, au revoir. Salut Stan. Et à bientôt. À bientôt.